Les images que vous voyez sont celles d'une attaque brutale, survenue le 14 septembre 2025 vers 2h30 du matin. Nous sommes le 12 septembre 2020. Ces débris métalliques tordus sont en réalité 15 wagons-citernes qui étaient chargés de carburant. La locomotive, comme vous pouvez le voir maintenant, est hors service. Elle faisait partie de l'une des routes les plus stratégiques de la Russie. Je parle d'une artère vitale qui relie Saint-Pétersbourg, le deuxième centre industriel le plus important de la Russie, directement à Moscou. Par elle transitent non seulement du carburant, mais aussi des équipements militaires avancés, des systèmes de défense et des milliards en pétrole, charbon et métaux qui financent la machine de guerre russe. Ce que vous voyez ici représente quelque chose de bien plus grand que des wagons détruits. Cela représente le moment où une stratégie ukrainienne brillante a transformé le plus grand avantage historique de la Russie en son plus grand fantasme. Maintenant, je vais te montrer pourquoi cette attaque spécifique est si dévastatrice pour la Russie et le dilemme presque impossible auquel les généraux russes doivent maintenant faire face. Pour comprendre la véritable ampleur de ce qui s'est passé cette nuit-là, tu dois connaître un côté de la Russie que peu de gens connaissent. Pour eux, les chemins de fer ne sont pas qu'un transport, ils sont essentiels à tout. Depuis l'époque des tsars, en passant par l'Union soviétique jusqu'à aujourd'hui, ces lignes d'acier relient un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. La Russie a fondé sa doctrine militaire sur ces chemins de fer. Ils ont 10 brigades militaires entièrement dédiées à la construction, à l'entretien et à la défense de ces lignes. 10 brigades entières. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une nécessité absolue. Maintenant, imaginez essayer de déplacer des chars, de l'artillerie, des milliers de soldats et des tonnes de munitions à travers un territoire qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Sans les chemins de fer, cela serait impossible. C'est pourquoi l'armée russe fonctionne comme une armée ferroviaire. Chaque offensive, chaque mouvement stratégique, chaque ligne d'approvisionnement dépend de ces rails d'acier. Mais un problème se pose. Ce qui fut la plus grande force de la Russie est devenu sa plus grande faiblesse. Voyons les faits pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé. L'attaque, qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, n'a pas été un événement isolé. En réalité, elle faisait partie d'une opération coordonnée qui a touché 3 endroits différents en septembre. Le système de signalisation a été totalement désactivé. Cette ligne transporte des munitions et des véhicules depuis les installations industrielles du Caucase vers la région de Rostov, un centre vital pour les opérations dans le sud de l'Ukraine. Et puis le coup principal est venu à Saint-Pétersbourg. C'est l'attaque que vous avez vue au début. Le feu a littéralement transformé la nuit en jour. La locomotive a été détruite et les 15 wagons-citernes étaient en flammes. Avez-vous déjà songé à comment cela a été possible? C'est un exploit. Comment l'Ukraine a-t-elle pu frapper à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie, touchant l'une des lignes les mieux protégées? Écoutez, il y a 3 scénarios possibles, et franchement, chacun est un cauchemar pour. Le premier scénario est l'infiltration de forces spéciales. Je parle de petites unités d'élite ukrainiennes qui ont pénétré sur des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie et ont placé des explosifs. Si cela est vrai, cela révèle une faille absurde dans la sécurité des frontières russes. Cela signifie que même les régions proches de Saint-Pétersbourg ne sont pas à l'abri d'opérations terrestres ennemies. Le deuxième scénario est celui qui implique l'utilisation de la technologie. Le plus probable est que des drones à longue portée, programmés avec des coordonnées Global Positioning System, se seraient rendus jusqu'à la cible et auraient effectué des attaques kamikazes. Cela démontrerait que l'Ukraine possède désormais la capacité technologique de menacer n'importe quel point du territoire russe, peu importe la distance. Mais le troisième scénario est le plus inquiétant pour Poutine. La possibilité que des groupes de résistance à l'intérieur même de la Russie aient mené ces attaques, coordonnées par les services de renseignement ukrainiens.
Le groupe Artash, qui a revendiqué l'attaque dans le Caucase, se décrit comme un réseau d'Ukrainiens, de Tatars de Crimée et de Russes mécontents. Prenez un instant pour y réfléchir. Si c'est vrai, nous ne sommes plus seulement face à une guerre entre deux pays. Ce serait le début d'une insurrection interne contre le régime de Poutine. Mais, quelle que soit la méthode, le résultat est le même. La Russie fait maintenant face à un dilemme stratégique pratiquement insoluble. Les généraux russes, eh bien, doivent maintenant faire un choix impossible. Ils peuvent détourner des dizaines de milliers de leurs meilleures troupes du front en Ukraine pour protéger des milliers de kilomètres de voies ferrées en Russie. Cela réduirait les attaques de sabotage, mais affaiblirait fatalement leur position là où ils ont le plus besoin de ces troupes. Ou bien ils peuvent maintenir leurs forces en Ukraine et accepter que leur colonne vertébrale logistique restera chroniquement vulnérable à de nouvelles attaques. Et la troisième option? Eh bien, il n'y a pas de troisième option, quel que soit leur choix. Cela aura un impact négatif sur la capacité militaire russe. C'est un principe militaire de base. Chaque soldat qui garde un pont à Saint-Pétersbourg, c'est un soldat en moins, dans une tranchée dans le Donbass. L'attaque a aussi provoqué un effet domino dévastateur. Saint-Pétersbourg développe des technologies militaires avancées, telles que systèmes de guerre électroniques, radars, missiles de précision et équipements de commandement. Et la première destination de ces produits, ce sont les centres logistiques à Moscou. La ligne étant bloquée, ces cargaisons précieuses ont été redirigées vers des itinéraires plus longs et risqués. Le résultat? Des retards de plusieurs semaines, avec des conséquences dépassant le militaire. Cette même ligne transporte les exportations russes vers les ports de la Baltique. Pétrole, charbon, engrais, métaux. L'interruption a causé des retards dans le chargement des navires, de lourdes amendes et des perturbations dans les contrats d'exportation. Le train qui a déraillé a eu des répercussions non seulement à Saint-Pétersbourg, mais aussi à la bourse de Moscou, dans les usines de Rostov, et même sur les contrats d'exportation avec la Chine. Cependant, l'impact le plus profond a été psychologique. Le Kremlin a longtemps affirmé aux Russes que la guerre restait en Ukraine et que Moscou et Saint-Pétersbourg étaient totalement sûrs. Aux premières heures du 14 septembre, ce récit a déraillé avec le train. Désormais, la guerre n'était plus seulement dans les journaux télévisés. Elle était à la fenêtre de l'appartement, dans la chaleur des flammes visibles depuis les banlieues, et le sentiment qu'aucun endroit n'est sûr a commencé à se répandre dans toute la région. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine a réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont transformé la géographie russe d'un avantage en un inconvénient. C'est la guerre asymétrique à son apogée. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Des kilos d'explosifs bloquant des actifs de plusieurs milliards. Une petite équipe de sabotage immobilisant tout un convoi militaire. Ou un drone relativement bon marché forçant le détournement de milliers de soldats du front. La beauté de cette stratégie réside dans le fait d'obtenir un impact maximal avec des ressources minimales. Et l'Ukraine en est un excellent exemple. Un pays avec une économie bien plus petite que celle de la Russie ne peut pas gagner une guerre d'usure traditionnelle. Mais il peut imposer des coûts disproportionnellement élevés, grâce à des actions à faible coût et à fort impact. Et si vous suivez nos dernières vidéos, vous allez remarquer quelque chose d'impressionnant. Cette campagne fonctionne en parfaite synergie avec les attaques aériennes ukrainiennes contre les raffineries russes. Pendant que les drones limitent la production de carburant, le sabotage ferroviaire empêche le transport du carburant qui subsiste. C'est un étranglement double qui affecte tout, des chars en première ligne à la capacité de la Russie à générer des revenus d'exportation. La guerre ferroviaire de l'Ukraine démontre que l'intelligence et l'audace peuvent être aussi décisives que la puissance de feu brut. Chaque explosion sur les rails signifie une unité russe en moins sur la ligne de front. Moins de carburant pour les chars, moins de foi en la victoire. Le sort de cette guerre ne se jouera peut-être pas seulement dans les combats de chars du Donbass.
Il peut être tout aussi influencé par les grincements des rails qui s'étendent à travers les vastes plaines russes. Chaque train qui déraille, chaque voix, chaque explosion qui résonne dans la nuit, ne détruit pas seulement du matériel militaire. Cela contribue à faire dérailler la stratégie de guerre du Kremlin et le mythe d'une Russie invulnérable sous le commandement de Poutine. Je veux connaître ton avis. Quelle des 3 explications sur la façon dont l'attaque a été menée te semble la plus probable? Forces spéciales infiltrées, drones longue portée ou groupes de résistance interne? Donne ton avis en commentaire. Et si ce contenu t'a été utile, partage-le avec quelqu'un qui aimerait aussi mieux comprendre cette stratégie militaire. Profitant pour t'abonner à la chaîne pour plus d'analyses sur la géopolitique et les conflits actuels. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.